En mars 2013, des équipes médicales ont été appelées pour une urgence dans un manoir imposant à Ascot, dans le Berkshire, l'une des régions les plus exclusives d'Angleterre. Ils sont arrivés trop tard. L'homme était déjà mort. La cause du décès. Sauf que l'homme retrouvé mort ici n'était pas n'importe qui. C'était Boris Berezovsky, l'homme d'affaires le plus puissant de Russie dans les années 90, et la personne qui a aidé Vladimir Poutine à accéder au pouvoir. Officiellement, sa mort a été enregistrée comme étant de cause indéterminée. Mais tout le monde connaissait la vérité. Berezovsky avait commis l'erreur la plus fatale qu'un homme d'affaires russe puisse commettre. Il a défié Poutine. Et l'un de ses plus proches collaborateurs, Roman Abramovitch, a tout observé depuis les premières loges. Mais Roman n'imaginait pas que, des années plus tard, il deviendrait lui-même la cible de l'homme qu'il avait contribué à façonner, et que la seule personne au monde capable d'ordonner son empoisonnement serait précisément celui qu'il considérait comme un père. Roman Abramovitch est né en octobre 1966 en Union soviétique. Sa vie a débuté tragiquement. Lorsqu'il n'avait qu'1 an, sa mère Irina est morte d'une infection du sang. 2 ans plus tard, à l'âge de 3 ans, il a perdu son père Aaron, qui a été écrasé par une grue au travail. Orphelin. Avant l'âge de 4 ans, Roman est allé vivre chez des parents dans le nord glacé de la Russie. Cette enfance difficile a forgé une personnalité rare, celle d'un survivant né. Quelqu'un qui a appris très tôt que, pour réussir dans la vie, il fallait enfreindre les règles. À 16 ans, Roman a quitté l'école et a commencé à vendre des pneus d'occasion. Pendant le service militaire obligatoire, il a découvert sa véritable vocation. Il vendait de l'essence volée à d'autres unités de l'armée. En Union soviétique, où les affaires privées étaient interdites, Roman ne se souciait pas de ce qui était permis par la loi ou non. Lorsque le gouvernement soviétique a commencé à autoriser certaines entreprises privées, Roman a saisi l'occasion. Sa première entreprise officielle était une société qui fabriquait des jouets en plastique, y compris des canards en caoutchouc. Cela peut sembler peu, mais en Union soviétique, où les canards en caoutchouc étaient considérés comme un luxe, cette entreprise rapportait beaucoup d'argent. Mais Roman s'est vite rendu compte qu'il ne passerait pas sa vie à vendre des jouets. En 1992, à 25 ans, il a réalisé un coup qui allait tout changer. Roman a utilisé de faux documents pour voler un train entier chargé de 55 wagons de carburant. Il a arrêté le train lui-même et a ordonné au conducteur de changer la destination. La valeur du vol était gigantesque, presque 4 millions de roubles. Sans surprise, il a été arrêté pour cet acte. Mais voici le détail le plus important. L'affaire a été classée après que l'entreprise a mystérieusement été indemnisée. Et grâce à cela, Roman a tiré une leçon cruciale. Dans la nouvelle Russie, les problèmes avec la loi pouvaient être résolus si vous aviez assez d'argent. Et maintenant, je dois te dire une chose. Ce petit coup n'était que le début. Le véritable tournant dans la vie de Roman allait se produire grâce à un homme, Boris Berezovsky, l'homme d'affaires le plus puissant de Russie dans les années 90. Pour te donner une idée, il avait une influence directe sur le président Boris Eltsine. Lorsque Roman l'a rencontré vers 1995, sa vie a complètement changé. Grâce à Berezovsky, Roman est arrivé à ce qu'ils appelèrent la table des adultes, là où les milliardaires étaient créés et où les entreprises publiques étaient vendues aux amis du pouvoir. Dans cette nouvelle position avantageuse, il a créé une entreprise qui a tout changé. Un système appelé prêt contre action. Voici comment cela fonctionne. Le gouvernement russe manquait d'argent et avait besoin de prêts urgents. En échange, il offrait des actions des meilleures entreprises du pays comme garantie. Mais, bien sûr, les enchères étaient truquées, organisées pour que le gouvernement ne puisse jamais rembourser. Ainsi, les hommes d'affaires gardaient les entreprises pour un prix ridiculement bas. Berezovsky et Roman ont utilisé ce système pour voler le géant pétrolier Sibneft. Le coup était à la fois génial et sale.
un ministre du gouvernement a ordonné que 137 millions de dollars de fonds publics soient transférés vers une banque spécifique qui a immédiatement prêté cet argent à Roman. Ils utilisaient de l'argent public pour voler des entreprises publiques. Lors de la fausse enchère, Roman et Berezovsky n'ont payé que 100 millions de dollars chacun pour la Sibneft. Mais l'entreprise valait au moins 2,7 milliards de dollars à l'époque. En 2000, la Sibneft générait déjà 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Mais ne pensez pas que Roman s'en est sorti indemne. Ce vol historique a eu de graves conséquences. Et bientôt, quelqu'un tenterait de rendre justice. L'achat de la Sibneft a été entouré de mystères, notamment de morts suspectes. Ivan Litskevitch, directeur d'une raffinerie qui avait refusé de soutenir l'affaire, a été retrouvé noyé dans la rivière 2 jours avant la création de l'entreprise. L'affaire n'a jamais été résolue. Lorsque le procureur principal de la Russie a ouvert une enquête sur le vol de la Sibneft, la réponse a été brutale. Quelqu'un a divulgué une vidéo intime du procureur à la presse. Il a été immédiatement renvoyé, et l'enquête s'est tout simplement évaporée. Roman et Berezovsky venaient de prouver qu'ils étaient au-dessus de la loi. Et ce n'était que le début. Avec l'entreprise pétrolière sous contrôle, Roman s'est lancé dans un autre secteur encore plus dangereux, l'aluminium. Et regarde, ce que je vais te raconter maintenant fait paraître les vols de pétrole comme des jeux d'enfants. Les guerres de l'aluminium en Russie ont été une période de violence totale. Roman a bien résumé cette époque. Tous les 3 jours, quelqu'un était assassiné. C'est parce que la lutte pour le contrôle des usines d'aluminium impliquait des assassinats commandités, du chantage et une guerre ouverte entre groupes rivaux. Près de 100 cadres, commerçants et journalistes ont été tués dans cette guerre. La violence était réelle et ciblée. Quiconque gênait les affaires devenait une cible. Mais Roman avait une stratégie différente. Au lieu de tuer ses rivaux, il a vu une opportunité. Et si on réunissait toutes les entreprises et qu'on mettait fin à la guerre? Et avec ça, il a acheté une grande usine qui était en crise, et il s'en est servi comme base pour son coup de génie. Et c'est là qu'entre un détail crucial. Roman a utilisé l'influence politique de quelqu'un de très puissant pour convaincre le plus grand rival de conclure un accord de paix. Et tu veux savoir de qui venait cette influence? D'un homme qui était en passe de devenir l'homme le plus puissant de Russie. Vladimir Poutine. Lorsque Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en 1999, tout a changé en Russie. Pour Roman, c'était le début d'une relation qui serait décrite comme celle d'un père et d'un fils. Roman n'a pas seulement survécu au changement de gouvernement, il a contribué à créer ce changement. Il a été l'une des premières personnes à recommander Poutine au président Yeltsin comme successeur. Roman a également aidé à former le premier gouvernement de Poutine. En 2000, Roman et son rival Deripaska ont conclu un accord historique. Ils ont fusionné leurs entreprises pour créer Rusal, la 3e plus grande entreprise d'aluminium au monde. Avec cela, ils ont mis fin aux sanglantes guerres de l'aluminium. Roman n'avait que 33 ans et contrôlait déjà des empires du pétrole et de l'aluminium. Mais la plus grande preuve de sa position spéciale est venue en 2005. Roman a vendu sa part de Sibneft au gouvernement. Le prix, 13 milliards de dollars. Comparez cela avec ce qui est arrivé à d'autres hommes d'affaires riches. Mikhail Khodorkovsky, qui était à l'époque l'homme le plus riche de Russie, a tout perdu et a été emprisonné pendant 10 ans parce qu'il a défié Poutine politiquement. Roman, toujours loyal, a été récompensé. Il a transformé un investissement de 100 millions en un paiement de 13 milliards, approuvé par le gouvernement lui-même. Mais Poutine avait d'autres plans pour son fils adoptif. En 2000, Roman est devenu gouverneur de la Tchoukotka, l'une des régions les plus pauvres de la Russie, à l'extrême nord du pays. Pour beaucoup, c'était étrange qu'un milliardaire s'installe dans un endroit aussi éloigné et pauvre. La réponse à cette question révèle quelque chose d'impressionnant. Comment fonctionne la relation entre Poutine et ses hommes d'affaires loyaux? Le poste était une mission confiée par Poutine lui-même.
Une façon pour Roman de prouver sa loyauté en utilisant sa propre fortune pour résoudre un problème du gouvernement. Roman a investi plus de 2,5 milliards de dollars de sa propre poche pendant l'expérience, a construit des écoles, des hôpitaux, a rénové la capitale et a triplé les salaires locaux. Lorsqu'il a quitté son poste en 2008, il a été élu au Parlement régional avec 97% des voix. Mais le projet le plus célèbre de Roman pour se faire connaître dans le monde a été l'achat du Chelsea Football Club en 2003. Il a investi des centaines de millions de livres, transformant l'équipe en l'une des meilleures du monde. Roman est aussi connu pour son style de vie luxueux. Des manoirs à Londres, d'immenses yachts équipés de systèmes de défense militaire, et une collection d'art qui valait près d'1 milliard de dollars. Le déménagement à Londres faisait partie d'une stratégie. Protéger son argent, gagner le respect en Occident et établir des connexions politiques en dehors de la Russie. Roman s'est ainsi forgé une double identité, l'homme de confiance de Poutine à Moscou et l'homme d'affaires respecté à Londres. Pendant 20 ans, cette stratégie a parfaitement fonctionné. Mais en 2022, un événement a montré qu'il est impossible d'appartenir à deux mondes différents en même temps. Février 2022. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a détruit le monde soigneusement construit par Roman. Pendant presque un mois, il a vu d'autres hommes d'affaires russes perdre leurs yachts et leurs villas. Semaine après semaine, il attendait que son nom apparaisse sur la liste des sanctions, mais cela n'arrivait tout simplement pas. Roman choisit rapidement son camp. Les autorités ukrainiennes sont même allées le voir pour qu'il agisse en tant que négociateur de paix. Le président ukrainien Zelensky a même personnellement demandé au président américain Biden de ne pas imposer de sanctions contre Roman, croyant qu'il pourrait aider dans les négociations. Mais, aux yeux de Poutine, cette médiation a été considérée comme une trahison. Roman agissait de manière indépendante, peut-être pour protéger son argent. À l'étranger. La situation de Roman est devenue très dangereuse dans la nuit du 3 mars 2022. Après une réunion de négociation à Kiev, Roman et au moins 2 négociateurs ukrainiens sont tombés gravement malades. Les symptômes étaient effrayants. Yeux rouges, peau qui pèle sur le visage et les mains, et perte temporaire de la vue. Roman est resté aveugle pendant plusieurs heures. Il a été emmené en Turquie pour y être soigné, et il s'est rétabli. Des spécialistes des armes chimiques ont déclaré que les symptômes ressemblaient à un empoisonnement par des agents chimiques utilisés par le gouvernement russe. La faible dose suggérait qu'il s'agissait d'un avertissement, et non d'une tentative de tuer. Le message était clair, arrête d'agir seul. Moins d'une semaine après l'empoisonnement, le gouvernement britannique a imposé de lourdes sanctions contre Roman. Tous ses biens ont été gelés, il lui a été interdit de voyager et personne ne pouvait faire affaire avec lui. L'impact a été immédiat. Chelsea a été paralysé. Il ne pouvait pas vendre de billets, de produits dérivés ou recruter de joueurs. Roman a été forcé de vendre le club qu'il possédait depuis 19 ans. La vente a été conclue pour 2,5 milliards de livres sterling. Mais voici le détail le plus frustrant. Cet argent est toujours gelé au Royaume-Uni à ce jour. Le gouvernement britannique veut que l'argent soit utilisé uniquement pour aider l'Ukraine. Roman veut que cela aide toutes les victimes de la guerre, y compris les Russes. Dans les jours précédant l'invasion, Roman a rapidement transféré 4 milliards de dollars à ses 7 enfants, essayant de protéger une partie de sa fortune. Les sanctions ont prouvé que tout le prestige qu'il avait acheté en Occident était fragile. Au moment où la politique internationale a changé, tout a disparu. Aujourd'hui, Roman Abramovich vit entre Istanbul et Tel Aviv, des villes qui sont devenues des refuges pour les hommes d'affaires russes. Sa fortune a été fortement réduite et la majeure partie est gelée. Il se bat en justice pour récupérer ses biens. L'empoisonnement à Kiev, eh bien, cela a été un rappel brutal que sa proximité passée avec le pouvoir ne le protégerait plus.
Et maintenant, Roman se retrouve dans une prison dorée. Son histoire met en lumière une triste réalité dans la Russie de Poutine. La richesse n'est pas un droit acquis, c'est un privilège qui peut être retiré à tout moment. Et vous, qu'en pensez-vous ? Roman Abramovich a-t-il encore une chance de récupérer son empire et de revenir dans les bonnes grâces de Poutine ? Ou pensez-vous que cette séparation entre le père et le fils est définitive ? Laissez votre avis ici dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire folle de pouvoir, de trahison et de milliards de dollars, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. À la prochaine vidéo!